Bonsoir et bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour un voyage au bout de la nuit, accompagné de Tartarin de Tarascon. Et oui, nous allons lire la suite de ce livre écrit en 1872 par Alphonse Daudet. Alors, précédemment, nous avions découvert un petit peu l'univers de Tartarin de Tarascon, son jardin, sa maison, aussi son entourage. Qu'avez-vous pensé de tout ceci? Et pensez-vous qu'il va partir dans de nouvelles aventures, peut-être dans un pays étranger? Et bien sûr, vous pouvez nous répondre et nous envoyer des petits messages, bien sûr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag VBN. Je reprends à la page 29. La meilleure preuve que Tartarin n'avait pas peur, c'est qu'au lieu d'aller au cercle par le court, il y allait par la ville, c'est-à-dire par le plus long, par le plus noir, par un tas de vilaines petites rues au bout desquelles on voit le Rhône luire sinistrement. Le pauvre homme espérait toujours qu'au détour d'un de ces coupe-gorges, ils allaient s'élancer de l'ombre et lui tomber sur le dos. Ils auraient été bien déçus, je vous en réponds. Mais hélas, par une dérision du destin, jamais, au grand jamais, Tartarin de Tarascon n'eut la chance de faire une mauvaise rencontre. Pas même un chien, pas même un ivrogne, rien. Parfois, cependant, une fausse alerte, un bruit de pas, des voix étouffées. Attention, se disait Tartarin, et il restait planté sur place, scrutant l'ombre, prenant le vent, appuyant son oreille contre terre, à la mode indienne. Les pas approchaient, les voix devenaient distinctes. Plus de doute, ils arrivaient, ils étaient là. Déjà Tartarin, l'œil en feu, la poitrine haletante, se ramassait sur lui-même comme un jaguar et se préparait à bondir en poussant son cri de guerre, comme quand tout à coup, du sein de l'ombre, il entendait de bonnes voix tarasconnaises l'appeler bien tranquillement. « V, c'est Taratin !» Tartarin et adieu. Tartarin, malédiction. C'était le pharmacien Bézuquet et sa famille qui venaient de chanter la sienne. C'est les Costecalde. Bonsoir, bonsoir. Grommelait Tartarin, furieux de sa méprise. Et farouche, la canne haute, il s'enfonçait dans la nuit. Arrivé dans la rue du Cercle, l'intrépide Tarasconnais attendait encore un moment en se promenant de long en large devant la porte avant d'entrer. À la fin, las de les attendre et certain qu'il ne se montrerait pas, il jetait un dernier regard de défi dans l'ombre et murmurait avec colère « Rien, rien, jamais rien !» Là-dessus, le brave homme entrait faire son baisie avec le commandant. Les deux Tartarins, avec cette rage d'aventure, ce besoin d'émotions fortes, cette folie de voyage, de course, de diable au vert, comment diantre se trouvait-il que Tartarin de Tarascon n'eût jamais quitté Tarascon? Car c'est un fait, jusqu'à l'âge de 45 ans, l'intrépide Tarasconnais n'avait pas une fois couché hors de sa ville. Il n'avait pas même fait ce fameux voyage à Marseille, que tout bon provençal se paye à sa majorité. C'est au plus s'il connaissait Beaucaire, et cependant Beaucaire n'était pas bien loin de Tarascon, puisqu'il n'y a que le pont à traverser. Malheureusement, ce diable de pont a été si souvent emporté par les coups de vent, il est si long, si frêle, et le Rhône a tant de largeur à cet endroit que, ma foi, vous comprenez, Tartarin de Tarascon préférerait la terre ferme. C'est qu'il faut bien vous l'avouer, il y avait dans notre héros deux natures très distinctes.
Je sens 2 hommes en moi, a dit je ne sais quel père de l'Église. Il eût dit vrai de Tartarin qui portait en lui l'âme de Don Quichotte. Les mêmes élans chevaleresques, le même idéal héroïque, la même folie du romanesque et du grandiose, mais malheureusement n'avait pas le corps du célèbre Hidalgo. Ce corps osseux et maigre, ce prétexte de corps sur lequel la vie matérielle manquait de prise, capable de passer 20 nuits sans déboucler sa cuirasse et 48 heures avec une poignée de riz. Le corps de Tartarin, au contraire, était un brave homme de corps, très gras, très lourd, très sensuel, très douillet, très guignard, plein d'appétits bourgeois et d'exigences domestiques. Le corps ventru et court sur pattes de l'immortel Sancho Panza. Don Quichotte et Sancho Panza, dans le même homme. Vous comprenez quel mauvais ménage il y devait faire. Quel combat, quel déchirement. Oh, le beau dialogue, à écrire pour Lucien ou pour Saint-Évremont, un dialogue entre les 2 Tartarins, le Tartarin Quichotte et le Tartarin Sancho. Tartarin Quichotte s'exaltant au récit de Gustave Aimard et criant « Je pars !» Tartarin Sancho ne pensait qu'au rhumatisme et disant « Je reste !» Tartarin Quichotte très exalté. « Couvre-toi la gorge, couvre-toi de gloire, Tartarin !» Et Tartarin Sancho très calme. « Tartarin, couvre-toi de flanelle !» Tartarin Quichotte, de plus en plus exalté. « Oh, les bons rifles à 2 coups ! Oh, les dagues, les lassos, les mocassins !» Tartarin Sancho, de plus en plus calme. « Oh, les bons gilets tricotés, les bonnes grenouillères bien chaudes, oh, les braves casquettes à oreillettes. » Tartarin Quichotte, hors de lui. « Une hache, qu'on me donne une hache !» Tartarin Sancho, sonnant la bonne. « Jeannette, mon chocolat ?» Là-dessus, Jeannette apparaît avec un excellent chocolat chaud, moiré, parfumé et de succulentes grillades à l'anis qui font rire Tartarin Sancho, en étouffant les cris de Tartarin Quichotte. Et voilà comme il se trouvait que Tartarin de Tarascon n'eût jamais quitté Tarascon. Les Européens à Shanghai, le haut commerce, les Tartares, Tartarin de Tarascon, serait-il un imposteur? Le mirage. Une fois, cependant, Tartarin avait failli partir pour un grand voyage. Les 3 frères Garcio Camus, des Tarasconnais établis à Shanghai, lui avaient offert la direction d'un de leurs comptoirs là-bas. Ça, par exemple, c'était bien la vie qu'il lui fallait. Des affaires considérables, tout un monde de commis à gouverner des relations avec la Russie, la Perse, la Turquie d'Asie, enfin, le haut commerce. Dans la bouche de Tartarin, ce mot de haut commerce vous apparaissait d'une hauteur. La maison des Garcio Camus avait en outre cet avantage qu'on y recevait quelquefois la visite des Tartares. Alors vite on fermait la porte. Tous les commis prenaient les armes, on hissait les drapeaux consulaires et pan, pan, par la fenêtre sur les Tartares. Avec quel enthousiasme Tartarin Quichotte sauta sur cette proposition. Je n'ai pas besoin de vous le dire par malheur, Tartarin Sancho n'entendait pas de cette oreille-là. Et comme il était le plus fort, l'affaire ne put pas s'arranger. Dans la ville, on en parlait beaucoup. Partira-t-il? Ne partira-t-il pas? Parions que si, parions que non. Ce fut un événement, en fin de compte, Tartarin ne partit pas. Mais toutefois, cette histoire lui fit beaucoup, beaucoup d'honneur. Avoir failli aller à Shanghai, ou y être allé, pour Tarascon, c'était tout comme. À force de parler de voyage de Tartarin, on finit par croire qu'il en revenait. Et le soir, au cercle,
Tous ces messieurs lui demandaient des renseignements sur la vie à Shanghai, sur les mœurs, sur le climat, l'opium, le haut commerce. Tartarin, très bien renseigné, donnait de bonne grâce les détails qu'on voulait. Et à la longue, le brave homme n'était pas bien sur lui-même de n'être pas allé à Shanghai, si bien qu'en racontant pour la 100e fois la descente des Tartares, il en arrivait à dire très naturellement « Alors, je fais arme mes commis, je hisse le pavillon consulaire et pan, par les fenêtres sur les Tartares. » En entendant cela, tout le cercle frémissait. « Mais alors, votre Tartarin n'était qu'un affreux menteur ?» Non, 1000 fois non. Tartarin n'était pas un menteur. Pourtant, il devait bien savoir qu'il n'était pas allé à Shanghai. Et sans doute, il le savait. Seulement, écoutez bien ceci. Il est temps de s'entendre une fois pour toutes sur cette réputation de menteur que les gens du Nord ont faite aux méridionaux. Il n'y a pas de menteurs dans le Midi. Pas plus qu'à Marseille, qu'à Nîmes, qu'à Toulouse, qu'à Tarascon. L'homme du Midi ne ment pas, il se trompe. Il ne dit pas toujours la vérité, mais il croit la dire. Son mensonge à lui, ce n'est pas du mensonge, c'est une espèce de mirage. Oui, du mirage. Et pour bien me comprendre, allez-vous-en dans le Midi, et vous verrez ce diable de pays où le soleil transfigure tout et fait tout plus grand que nature. Vous verrez ces petites collines de Provence, pas plus hautes que la butte Montmartre, et qui vous paraîtront gigantesques. Vous verrez la maison carrée de Nîmes, un petit bijou d'étagère, qui vous semblera aussi grande que Notre-Dame. Vous verrez, le seul menteur du Midi. S'il y en a un, c'est le soleil. Tout ce qu'il touche, il l'exagère. Qu'est-ce que c'était que Sparte au temps de sa splendeur? Une bourgade? Qu'est-ce que c'était qu'Athènes? Tout au plus, une sous-préfecture? Et pourtant, dans l'histoire, elles nous apparaissaient comme des villes énormes. Voilà ce que le soleil en a fait. Vous étonnerez-vous, après cela, que le même soleil tombant sur Tarascon ait pu faire d'un ancien capitaine d'habillement comme Bravida, le brave commandant Bravida, d'un navet un baobab et d'un homme qui avait failli aller à Shanghai, un homme qui y était allé? La ménagerie mitaine, un lion de l'Atlas à Tarascon, terrible et solennelle entrevue. Et maintenant que nous avons montré Tartarin de Tarascon comme il était en son privé, avant que la gloire l'eût baisé au front et coiffé du laurier séculaire, maintenant que nous avons raconté cette vie héroïque dans un milieu modeste, ses joies, ses douleurs, ses rêves, ses espérances, hâtons-nous d'arriver aux grandes pages de son histoire et aux singuliers événements qui devaient donner l'essor à cette incomparable destinée. C'était un soir, chez l'armurier Costecalde. Tartarin de Tarascon était en train de démontrer à quelques amateurs le maniement du fusil à aiguille. Alors, dans toute sa nouveauté, soudain la porte s'ouvre et un chasseur de casquettes se précipite effaré dans la boutique en criant « Un lion! Un lion !» Stupeur générale, effroi tumulte, bousculade. Tartarin croise la baïonnette, Costecalde court fermer la porte. On entoure le chasseur, on l'interroge, on le presse. Et voici ce qu'on apprend. La ménagerie mitaine, revenant de la foire de Beaucaire, avait consenti à faire une halte de quelques jours à Tarascon et venait de s'installer sur la place du château avec un tas de boas, de phoques, de crocodiles et un magnifique lion d'Atlas. Un lion de l'Atlas à Tarascon? Jamais de mémoire d'homme, pareille chose ne s'était vue.
aussi, comme braves chasseurs de casquettes, se regardaient fièrement. Quel rayonnement sur leur mâle visage! Et dans tous les coins de la boutique Costecalde, quelle bonne poignée de mains silencieusement échangées. L'émotion était si grande, si imprévue, que personne ne trouvait un mot à dire, pas même Tartarin. Pâle et frémissant, le fusil à aiguille encore entre les mains, il songeait debout devant le comptoir. Un lion de l'Atlas, là, tout près, à 2 pas. Un lion, c'est-à-dire la bête héroïque et féroce, par exemple, par excellence, le roi des fauves, le gibier de ses rêves, quelque chose comme le premier sujet de cette troupe idéale qui lui jouait de si beaux drames dans son imagination. Un lion, 1000 dieux! Et de l'Atlas encore? C'était plus que le grand Tartarin n'en pouvait supporter. Tout à coup, un paquet de sang lui monta au visage. Ses yeux flambèrent. D'un geste convulsif, il jeta le fusil à l'aiguille sur son épaule. Et, se tournant vers le brave commandant Bravida, ancien capitaine d'habillement, il lui dit d'une voix de tonnerre: « Allons voir ça, commandant, allons voir. »« Hé, bé, et mon fusil ? Mon fusil à aiguille que vous emportez ?» hasarda timidement le prudent Costecalde. Mais Tartarin avait tourné la rue, et derrière lui, tous les chasseurs de casquettes emboîtaient fièrement le pas. Quand ils arrivèrent à la ménagerie, il y avait déjà beaucoup de monde. Tarascon, race héroïque, mais trop longtemps privé de spectacle à sensation, s'était rué sur la baraque Mitaine et l'avait prise d'assaut. Aussi, la grosse Madame Mitaine était bien contente, en costume kabyle, les bras nus jusqu'aux coudes, des bracelets de fer aux chevilles, une cravache dans une main, dans l'autre un poulet vivant, quoique plumé. L'illustre dame faisait les honneurs de la baraque aux Tarasconnais, et comme elle avait double muscle, elle aussi, son succès était presque aussi grand que celui de ses pensionnaires. L'entrée de Tartarin, le fusil sur l'épaule, jeta un froid. Tous ces braves Tarasconnais, qui se promenaient bien tranquillement devant les cages, sans armes, sans méfiance, sans même aucune idée de danger, eurent un mouvement de terreur assez naturel en voyant leur grand Tartarin entrer dans la baraque avec son formidable engin de guerre. Il y avait donc quelque chose à craindre, puisque lui, ce héros, en un clin d'œil, tout le devant des cages se trouva dégarni. Les enfants criaient de peur, les dames regardaient la porte. Le pharmacien Bézuquet s'esquiva, en disant qu'il allait chercher son fusil. Peu à peu, cependant, l'attitude de Tartarin rassura les courages. Calme, la tête haute, l'intrépide Tarasconnais fit lentement le tour de la baraque, passa sans s'arrêter devant la baignoire du phoque, regarda d'un œil dédaigneux la longue caisse de son où le boa digérait son poulet cru, et vint enfin se planter devant la cage du lion. Terrible et solennelle entrevue. Le lion de Tarascon et le lion de l'Atlas en face l'un de l'autre. D'un côté, Tartarin debout, le jarret tendu, les 2 bras appuyés sur son rifle. De l'autre, le lion, un lion gigantesque, vautré dans la paille, l'œil clignotant, l'air abruti, avec son énorme mufle à perruque jaune posé sur les pattes de devant. Tous deux calmes et se regardant. Chose singulière. Soit que le fusil à aiguille lui eût donné de l'humeur, soit qu'il eût flairé un ennemi de sa race, le lion, qui jusque-là avait regardé les Tarasconnais d'un air de souverain mépris en leur bâillant au nez à tous. Le lion eut tout à coup un mouvement de colère,
D'abord, il renifla, gronda sourdement, écarta ses griffes, étira ses pattes, puis il se leva, dressa la tête, secoua sa crinière, ouvrit une gueule immense et poussa vers Tartarin un formidable rugissement. Un cri de terreur lui répondit. Tarascon, affolé, se précipita vers les portes. Tous, femmes, enfants, portefaix, chasseurs de casquettes, le brave commandant bravida lui-même. Seul, Tartarin de Tarascon ne bougea pas. Il était là, ferme et résolu, devant la cage. Des éclairs dans les yeux et cette terrible moue que toute la ville connaissait. Au bout d'un moment, quand les chasseurs de casquettes, un peu rassurés par son attitude et la solidité des barreaux, se rapprochèrent de leur chef, ils entendirent qu'il murmurait en regardant le lion. « Ça, oui, c'est une chasse. » Ce jour-là, Tartarin de Tarascon n'en dit pas davantage. Singulier effet du mirage. Ce jour-là, Tartarin de Tarascon n'en dit pas davantage, mais le malheureux en avait déjà trop dit. Le lendemain, il n'était bruit dans le village que du prochain départ de Tartarin pour l'Algérie et la chasse au lion. Vous êtes tous témoins, chers lecteurs, que le brave homme n'avait pas soufflé mot de cela, mais vous savez le mirage. Bref, tout Tarascon ne parlait que de ce départ. Sur le cours, au cercle, chez Costecalde, les gens s'abordaient d'un air effaré. Et autrement, vous savez la nouvelle au moins? Et autrement, quoi donc? Le départ de Tartarin, au moins? Car à Tarascon, toutes les phrases commencent par « et autrement », qu'on prononce « autrement », et finissent par « au moins », qu'on prononce « au moins ». Or, ce jour-là, plus que tous les autres, les « au moins » et les « autrement » sonnaient à faire trembler les vitres. L'homme le plus surpris de la ville, en apprenant qu'il allait partir pour l'Afrique, ce fut Tartarin. Mais voyez ce qu'est la vanité. Au lieu de répondre simplement qu'il ne partait pas du tout, il n'avait jamais eu l'intention de partir, le pauvre Tartarin. La première fois qu'on lui parla de ce voyage, fit d'un petit air évasif « Hé, peut-être, je ne dis pas ». La seconde fois, un peu plus familiarisé avec cette idée, il répondit « C'est probable ». La troisième fois, « C'est certain ». Enfin, le soir, au cercle et chez les Costecalde, entraînés par le punch aux œufs, les bravos, les lumières, grisés par le succès que l'annonce de son départ avait eu dans la ville, le malheureux déclara formellement qu'il était las de chasser la casquette et qu'il allait avant peu se mettre à la poursuite des grands lions de l'Atlas. Un hurrah formidable accueillit cette déclaration. Là-dessus, nouveau punch aux œufs, poignée de main, accolade et sérénade au flambeau jusqu'à minuit devant la petite maison du Baobab. C'est Tartarin Sancho qui n'était pas content. Cette idée de voyage en Afrique et de chasse au lion lui donnait le frisson par avance. Et en rentrant au logis, pendant que la sérénade d'honneur sonnait sous leurs fenêtres, il fit à Tartarin Quichotte une scène effroyable, l'appelant toqué, visionnaire, imprudent, triple fou, lui détaillant par le menu toutes les catastrophes qui l'attendaient dans cette expédition. Naufrage, rhumatisme, fièvre chaude, dysenterie, peste noire, éléphantiasie et le reste. En vain, Tartarin Quichotte jurait-il de ne pas faire d'imprudence, qu'il se couvrirait bien, qu'il emporterait tout ce qu'il faudrait. Tartarin Sancho ne voulait rien entendre. Le pauvre homme se voyait déjà déchiqueté par les lions.
englouti dans les sables du désert comme feu Cambyse, et l'autre Tartarin ne parvint à l'apaiser, un peu qu'en lui expliquant que ce n'était pas pour tout de suite, que rien ne pressait et qu'en fin de compte, il n'était pas encore parti. Il était bien clair, en effet, que l'on ne s'embarque pas pour une expédition semblable sans prendre quelques précautions. Il faut savoir où l'on va, que diable, et ne pas partir comme un oiseau. Avant toute chose, le Tarasconnais voulut lire les récits des grands touristes africains, les relations de Mungo Park, de Caillet, du docteur Livingstone, d'Henri Duveyrier. Là, il vit que ces intrépides voyageurs, avant de chausser leurs sandales pour les excursions lointaines, s'étaient préparés de longues mains à supporter la faim, la soif, les marches forcées, les privations de toutes sortes. Tartarin voulut faire comme eux, et à partir de ce jour-là, ne se nourrissait plus que d'eau bouillie. Ce qu'on appelle eau bouillie, à Tarascon, c'est quelques tranches de pain noyées dans de l'eau chaude, avec une gousse d'ail, un peu de thym, un brin de laurier. Le régime était sévère. Et vous pensez, si le pauvre Sancho fit la grimace. À l'entraînement par l'eau bouillie, Tartarin de Tarascon joignit d'autres sages pratiques. Ainsi, pour prendre l'habitude des longues marches, il s'astreignit à faire chaque matin son tour de ville 7 ou 8 fois de suite. Tantôt au pas accéléré, tantôt au pas gymnastique, les coups de corps et de petits cailloux blancs dans la bouche, selon la mode antique. Puis, pour se faire aux fraîcheurs nocturnes, au brouillard, à la rosée, il descendait tous les soirs dans son jardin et restait jusqu'à des 10 ou 11 heures, seul avec son fusil à l'affût derrière le baobab. Enfin, tant que la ménagerie mitaine resta à Tarascon, les chasseurs de casquettes attardés chez Costecalde purent voir dans l'ombre, en passant sur la place du château, un homme mystérieux se promenant de long en large derrière la baraque. C'était Tartarin de Tarascon, qui s'habituait à entendre sans frémir les rugissements du lion dans la nuit sombre. Avant le départ, pendant que Tartarin s'entraînait ainsi par toutes sortes de moyens héroïques, tout Tarascon avait les yeux sur lui. On ne s'occupait plus d'autre chose. La chasse à la casquette ne battait plus que d'une aile. Les romances chômaient. Dans la pharmacie Bézuquet, le piano languissait sous une housse verte et les mouches cantharides séchaient dessus. Le ventre à l'air, l'expédition de Tartarin avait tout arrêté. Il fallait voir le succès du Tarasconnais dans les salons. On se l'arrachait, on se le disputait, on se l'empruntait, on se le volait. Il n'y avait pas de plus grand honneur pour les dames que d'aller à la ménagerie mitaine au bras de Tartarin et de se faire expliquer devant la cage au lion comment on s'y prenait pour chasser ces grandes bêtes. Où il fallait viser à combien de pas, si les accidents étaient nombreux, etc., etc. C'est ici que s'achève cette édition. Je vous dis à très très vite pour la suite de Tartarin de Tarascon. Très bonne nuit à tous.